Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, excité de te retrouver pour parler des news de la semaine. On n'en a pas beaucoup, mais je pense que du coup on va parler tranquillement, librement, un peu de ce qu'on pense, des news, des projets qui vont arriver peut-être cette année, les années qui arriveront. Mais sinon, très, très heureux de te retrouver comme d'habitude. Ah bah oui, moi aussi très heureux. Bah ça va, alors on est content en hiver, Bah oui. alors qu'il pleut et qu'il fait moche. Il fait froid, on en a marre. Mais oui, c'est bientôt fini. Allez, reste un mois, puis ce sera le printemps. C'est ça, et on espère qu'il y aura un meilleur climat en France et dans le monde à ce moment-là. Même si, bon, je ne sais pas si ça va aller de mieux en mieux, malheureusement. Mais après, au printemps, il y aura plein de séries. Et ça qui est génial. Ouais, bah après, il faut voir la qualité de ces séries-là, Ista. Et là, on n'est pas sûr. Là, on est beaucoup moins sûr. Mais du coup, on va commencer les news de la semaine avec Marvel. Voilà. Marvel, mais un peu Sony, pour le coup, puisqu'on va parler de Spider-Noir. Voilà, la série qui a été scénarisée par Lord et Miller, qui ont scénarisé à peu près tous les projets Spider-Man de chez Sony qui sont hors du MCU. On a l'impression, bah non, je dis ça, mais non, ils ont pas fait tous les Kraven et tous les trucs comme ça. En tout cas, ils étaient du côté du Spider-Verse. Et bah, Spider-Noir, on a des infos et on a eu un trailer, ou plutôt même 2 trailers, voilà, c'est plutôt intéressant puisque on sait que Spider-Noir, ce sera 8 épisodes, dont le premier épisode sortira sur MGM+, le 25 mai, et les 8 épisodes sortiront 2 jours plus tard, finalement, sur le 27 mai, du coup, sur Prime Video directement, et on pourra tout binge-watcher. Et c'est une série sur laquelle on a quelques infos sur le synopsis. On va retrouver Spider-Man noir, qui est joué par Nicolas Cage et qui va être un genre d'investigateur, qui va investiguer des assassinats, etc. Et on va dire que on a eu un trailer en noir et blanc, un trailer en couleur, et qu'on voit plusieurs version des méchants de Spider-Man, c'est pas confirmé, certains, on sait qu'il y a Sandman, dedans, mais on a cru apercevoir Electro, on a cru apercevoir des espèces de versions de vilains qu'on connaît bien. Ista, qu'est-ce que t'as pensé du trailer, tout simplement, de Spider-Noir? Le trailer est plutôt cool, je trouve qu'il a une bonne ambiance, noir et tout, qui est la promesse qui est faite. Ils ont sorti un trailer d'ailleurs en noir et blanc et un trailer en couleur. Moi je trouve que le noir et blanc, il est meilleur. Enfin, je trouve qu'il y a une vibe un peu plus sympa. Je trouve que ça marche mieux. Ouais, il y a une scène de balancement. Il y a Nicolas Cage qui a l'air de s'éclater. Ça a l'air pas mal. Il y a plein de méchants, comme t'as dit, de l'univers de Spider-Man qu'on a l'air de retrouver qui vont peut-être être inédits. Il y a un plan où on pense qu'il y a peut-être aussi Mister Négatif, mais c'est pas sûr. On verra quand la série sort. Mais ouais, moi je suis chaud. Ce que je trouve bizarre, c'est le fait que, en fait, ça s'appelle pas Spider-Man noir, ça s'appelle Spider Noir. Et lui, dans la série, il va s'appeler The Spider. Donc en fait, il y a aucun moment où ils vont dire Spider-Man. Et je sais pas si c'est encore ces trucs bizarres de droit et tout. Non, mais parce que tu te souviens qu'on avait vu les news qu'ils pouvaient utiliser Spider-Man, ils avaient jamais eu aucun problème pour utiliser Spider-Man dans le film, et c'est eux qui ont choisi de pas le faire, C'est ça qui est bizarre, ils continuent ce truc-là un peu bizarre, c'est trop bizarre, je sais pas, ils veulent pas mettre Spider-Man, Ah, parce que le comic s'appelle Spider-Man noir, donc je sais pas pourquoi, c'est un peu chelou. Et toi, t'en as pensé quoi? Alors, déjà, pour parler du côté noir et blanc, couleur, en fait, il faut savoir que la série a été pensée de base en noir et blanc, ça a été confirmé, ça a été pensé en noir et blanc, sauf qu'ils ont ajouté la couleur, apparemment pour avoir 2 versions, etc. Moi, je pense que c'est surtout parce qu'ils ont peur qu'une série noir et blanc, de perdre un certain public. Du coup, ils se sont dit, attendez, on a quand même la couleur, un côté vous pouvez choisir, etc. Et après ça, je sais pas du tout quelle influence ça aura sur le public. Est-ce que est-ce qu'il y avait si besoin d'une version couleur et tout? Moi, personnellement, je la regarderai en noir et blanc parce qu'elle a été pensée comme ça, Maintenant, effectivement, le trailer m'a un peu surpris dans le sens où moi, j'attends pas du tout ce projet, pour le coup. Enfin, je sais pas, Sony, Spider-Man, tout ça, j'y attends pas, mais le trailer m'a quand même m'a intrigué. Je me dis, ce travail un peu sur
sur le noir et blanc, on dirait un espèce de film noir, etc. Je me dis, franchement, il peut y avoir des bons trucs, ça peut être quand même bien réalisé. Après, je me méfie toujours. Nicolas Cage, il a l'air d'être... il a dit que c'était quoi c'était 70% Humphrey Bogart et 30% Bugs Bunny, je crois. Il a dit sa performance. Ah oui, ils ont dit un truc Oui, comme mais ça. parce que Bugs Bunny, je crois qu'il a un accent new-yorkais de ouf dans la VO. Et je pense que c'est pour ça, en fait. Il y a un truc très... Oui, américain. aussi parce que c'est Nicolas Cage qui va faire du Nicolas Cage aussi un petit peu. Je pense. Du coup, il va bouger de partout, il va faire ses trucs. Donc je pense que ça va être un peu de ça. Maintenant, ouais, je suis plus intrigué que je l'étais avant le trailer. Je dois un peu avouer. Après, je suis toujours sur mes gardes, mais quand même, j'ai envie de voir ça. Surtout que, enfin, un Spider-Man qui change. Moi qui à chaque fois me plains de Peter Parker et d'avoir toujours des versions qui se rapprochent de Peter Parker et j'en peux plus. Voilà. Bah là, on a encore un autre Spider-Man. Bah, j'étais content qu'il y ait Miles Morales, mais là, je suis content du coup qu'on ait un Spider-Man adulte. C'est fou qu'il soit vieux, qu'il va être peut-être traumatisé même un peu et tout. Donc on pourra avoir on a une autre ambiance, on a un autre Spider-Man. Donc écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu 3 ambiances. Ça fait 3 ambiances différentes. Si tu prends Peter Parker, Miles et ce Spider-Man noir, où c'est 3 ambiances complètement différentes, quoi. Après, Miles, il a pas eu encore son film en live action, enfin son adaptation en live action. En tout cas, voilà, mais ça arrivera, je pense. Voilà, je suis le seul au monde à dire que j'en peux plus de Peter Parker et que... voilà, c'est moi, le haters de Peter Parker. Mais pour parler de Spider-Man, parlons un peu de Brand New Day. On a eu des infos pas mal sur Brand New Day de ces derniers mois, même cette dernière année. En vrai, on va dire la vérité, ça fait un moment déjà. Et avec toutes les rumeurs et même confirmations, parce que, voilà, pour en citer quelques-uns, on sait qu'il y a plein de méchants dans le film. On sait qu'il y a Scorpion qui revient, on sait qu'il y a Tombstone, on sait qu'il y a plein de vilains apparemment dans le film. On sait que Sadie Sink est confirmée dans le film. Il y a de très fortes chances qu'elle soit Jean Grey. On sait que Hulk est là. On sait que le Punisher est là. On sait que là on a eu la confirmation aussi la semaine dernière que Travis Timmel, je crois que c'est son nom, se jouerait l'espèce de dirigeant de, comment il s'appelle, le Damage Control, je crois, c'est ça. Ouais, Damage Control, ouais, c'est ça, et qui traquerait les mutants, etc. J'ai une question, Ista. Ça fait envie, mais est-ce que c'est pas beaucoup? Bah, tu sais quoi, je me suis aussi demandé la question. En fait, j'ai l'impression, pour l'instant, on n'a pas de vrai méchant. On sait pas qui est le méchant du film. Et en fait, je me disais, mais peut-être qu'il y a même pas vraiment de méchant dans le film. Je sais pas ce que ça va raconter. Et je me demande vraiment ce que ça va raconter, parce que... Alors après, c'est peut-être Sadie Sink, la méchante dans l'histoire. Peut-être que c'est Jean Grey qui va contrôler Hulk, ou je sais pas quoi, à un moment, qui va envoyer Hulk sur Spider-Man. Mais pourquoi elle ferait ça? Alors, si c'est Jean Grey, enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre où on va. Parce que là où les 3 films d'avant de Tom Holland, il y avait un méchant principal, quoi. Il y avait Mysterio dans le 2, le Vautour dans le premier, et dans le 3e... c'était en gros le Green Goblin, quoi. Et là, moi, j'arrive pas à voir qu'est-ce que ça va raconter, parce que j'ai l'impression qu'il va se battre contre une bande de plein de méchants. Et ça va peut-être être un truc Spider-Man contre les Sinister Six, mais bon, après, No Way Home était un peu comme ça aussi, mais il y avait quand même le Green Goblin qui était un peu le méchant principal. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a de méchant principal. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais, après, ça peut être un méchant mastermind, entre guillemets, tu sais, qui manipule les gens, c'est pas un méchant en termes, voilà. Mais après, pour le coup, s'il n'y a pas un méchant clair et que Spider-Man doit juste régler plein de problèmes en même temps et tout, ça peut être pas mal. Mais après, moi, c'est vraiment le côté... Mais en fait, comment ils vont essayer de lier tout ça? Parce que là, il y a... on dirait des Sinister Six, c'est pas forcément les Sinister Six, mais voilà, que des méchants là qui vont peut-être s'allier ou en tout cas faire chier Spider-Man, ou ça se trouve ce sera des méchants qui seront dans un montage de 5-10 minutes au début du film et qu'on verra plus du film, c'est possible, mais après tu dois lier ça à Mark Ruffalo, Hulk qui apparemment va péter un câble de partout, tu lis ça avec le Punisher qui vient de chez Daredevil et de son special juste avant, avec ça il y a Jean Grey qui se fait traquer peut-être par le Damage Control, et en plus de ça tu ramènes Zendaya et Ned pour une histoire, et je me dis mais... Et t'as oublié les ninjas de la main aussi, hein. Ouais, enfin oui, mais après ça aussi, tu sais, oui, mais non, mais en fait, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs, et je me dis, mais comment ils vont lier tout ça pour faire une histoire, genre, et qu'il n'y ait pas d'annexe, quoi, que ça soit très cohérent et tout. Ça se trouve, ils ont un plan très bien en tête et tout. Ça se trouve, ça va être le festival, et genre, on va avoir de l'action pendant plus de 2 heures, et ça va être full Spider-Man versus Punisher, Spider-Man versus Hulk, Spider-Man versus je sais pas combien de méchants et tout. Et, moi, ça me va, hein. Ça peut, enfin, en vrai, si le spectacle est bien, oui, ça peut être vachement galvanisant et tout. Mais c'est vrai que je me pose la question, je me dis, mais comment ils vont réussir à gérer tout ça dans un film? Je pense pas qu'il va durer moins de 2 heures, le film. Non, je pense pas non plus, mais en plus, surtout, ça me rappelle qu'à l'époque du Spider-Man 3 de Raimi, on disait, il y a trop de méchants.
On disait il y a trop de méchants, c'est compliqué de tous les gérer et tout. Et en fait, il y avait quoi? Il y avait Sandman et Venom, quoi, c'est tout. Enfin, ou trois, peut-être avec le Goblin aussi de James Franco, ouais. Mais après, il devenait gentil à la fin, bon, voilà. Donc, ouais, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup. On disait que ça faisait beaucoup à l'époque, et là, il y en a 3 fois plus. Donc, je sais pas, mais je suis très très curieux de ce film, de voir la première bande-annonce et tout, pour comprendre un peu ce qui se passe, ouais. Et on a d'autres infos, mais ça, c'est sur le Spider-Verse. Oui, et ben en fait, les films qu'on savait, hein, déjà qui étaient en développement, voilà, le film Spider-Gwen et le film Spider-Punk sont en développement actif, voilà, ça a été dit dans une interview, donc ça a l'air de bien avancer, quoi. Ils ont l'air de vraiment faire ce projet, et ça sortira sûrement après le prochain Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, déjà, finissez la trilogie de base, et après on verra pour les spin-offs. Mais après, on savait déjà qu'ils voulaient les faire, mais je pense qu'effectivement, ils n'ont pas attendu que Beyond the Spider-Verse se finisse pour commencer la production, parce que je pense que sinon on attendrait à 2035 pour voir un de ces spin-offs sortir. Maintenant, vu la galère qu'il y a sur Beyond the Spider-Verse, moi je pense qu'il y a eu des gros problèmes de prod. En tout cas, je pense qu'ils ont dû relancer des trucs. Même là, je sais plus, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a appris qu'ils avaient engagé un directeur de la photo pour les aider à finir Beyond the Spider-Verse, etc. Donc je pense que Beyond the Spider-Verse, ça a pris du retard, pas forcément que pour l'animation, c'est juste, je pense qu'il y a des problèmes de production et de tout ça, et je pense qu'ils vont vouloir enchaîner rapidement, et donc voilà, je pense que du coup on aura Spider-Gwen, Spider-Punk, etc. dans le futur. J'imagine bien 2 ans après, un truc comme ça, la sortie d'un spin-off, quoi. Maintenant, faut déjà finir le Beyond the Spider-Verse, et ça, j'espère qu'ils vont réussir à le finir à temps, parce que il est censé sortir dans 1 an. Mais bon, j'ai vu les news qu'on a eu dernièrement, j'espère qu'ils vont pas encore recommencer et tout ça. Enfin, j'espère qu'ils vont réussir à finir à temps, quoi. Parce que là, ça fait quand même ça fait 4 ans, quoi. Ça va faire 4 ans. Non, mais là, je pense pas qu'ils vont le bouger. Enfin, j'espère pas, quand même, là. Parce que oui, à la base, c'était sorti sortir l'année d'après Across the Spider-Verse. Bon, au final, on attend 4 ans, quoi. Non, je pense que là, ça va sortir. Ça sera peut-être repoussé de quelques mois, ça c'est possible. Mais ça m'étonnerait qu'ils repoussent d'1 année, en tout cas. Par contre, je vois bien plutôt arriver le Spider-Gwen avant le Spider-Punk, parce que Spider-Punk, l'animation était compliquée sur le personnage. Oui, c'est vrai. Je me souviens qu'ils avaient expliqué sur Across comment ils avaient fait et tout. C'était un truc assez compliqué à faire, assez long à faire, un gros procédé et tout pour l'animation, parce qu'il est en papier et tout. Je sais plus, il y avait des trucs un peu spéciaux sur lui. Donc voilà. Mais je pense que le prochain sera peut-être plutôt Spider-Gwen. Je pense aussi surtout que Spider-Punk, il était introduit dans Across, alors que Spider-Gwen, elle était déjà dans l'Into, donc je pense qu'ils pensaient déjà à faire un spin-off avant la sortie de celui-là, et là voilà. Ça en parlait déjà, il me semble, à l'époque de Into Spider-Verse, ouais. Et on a des infos sur Avengers Doomsday. Ouais, c'est en fait Avengers Doomsday va avoir son avant-première, la première mondiale, le 7 décembre, donc de cette année, hein, voilà. Donc à peu près quoi, 1 semaine et demie avant la sortie, même 2 semaines, enfin avant la sortie, 1 semaine et demie, 10 jours. 2 semaines, ouais. Voilà, c'est ça. Avant la sortie mondiale, quoi, enfin la sortie officielle. Et c'est hyper étonnant, en fait, parce que pour les Avengers, je me souviens pas qu'ils aient fait ça, parce que là, il y a une grosse attente, et il y a des leaks qui vont sortir sur le film le 7 décembre. Enfin, là, c'est vrai que je suis assez perplexe, parce que d'habitude, Disney, c'est pas les premiers à faire des avant-premières, surtout pour les films Marvel, etc. C'est pas les premiers à faire des avant-premières 1 semaine avant, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est très rare. Et là, ils font ça pour Avengers Doomsday. Et je pense que c'est pour faire parler du film et tout, mais c'est vrai que c'est hyper étonnant, non? Non, les premières mondiales, ils en font souvent 1 semaine avant. Ouais. Les premières mondiales où il y a à Londres et tout, avec le red carpet et tout, oui. Mais par contre, pour Endgame, ils avaient pas fait du tout. Parce qu'ils voulaient pas spoiler personne, et qu'il y avait un peu ce truc phénomène mondial. Tout le monde découvrait en même temps. Ils avaient fait la première à minuit dans certains cinémas, même en France et tout. Mais il n'y avait pas eu je crois pas qu'il y avait eu de première avec un red carpet et tout. Mais surtout 10 jours avant, quoi. Mais même Infinity War, il y avait un truc genre 10 jours avant et tout. Quantumania, 2 semaines avant. Hein. Ouais, Quantumania, voilà. Mais genre Infinity War Endgame, enfin Infinity War, tu te souviens qu'il y avait un truc d'une avant-première 1 semaine avant et tout? Je crois qu'il y en a une. Oui, je crois qu'il y en a une. Ouais. Ça, c'est fou, parce que je me dis, mais vu ce qui se passe dans les films et tout, et les leaks et les trucs comme ça, je me dis, ça c'est quand même arrivé. Mais en vrai, si tu le dis que c'est déjà arrivé, surtout sur des films comme ça, ok, d'accord. Oui, c'est déjà arrivé, ouais. Ok. Mais c'est juste que comme il y a ce truc un peu où on sait pas ce qui va se passer dans le musée, c'est vrai que j'aurais préféré un truc à la Endgame où en mode tout le monde le découvre en même temps. Et... Oui, mais après je dis ça, mais à Infinity War, quand c'est sorti, je pense que je remarquais pas trop les avant-premières, les trucs comme ça. Je pense que je m'en foutais. Mais c'est vrai que là, vu que il y a de l'attente et il y a beaucoup de questions en fait sur le film, en mode mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Des personnages qui reviennent, des caméos, des trucs comme ça. Je me dis
bah ils vont réserver ça pour plus tard, tu vois. Donc bon, bah ok. Après, il y aura peut-être. Bah non, même pas si c'est une première. Il y aura même pas de. Comment on dit, de NDA, quoi, enfin d'embargo au final, puisque ce sera un truc où les gens pourront en parler, je crois, hein, je pense. Donc ouais, je sais pas. Ouais, bon, c'est assez surprenant, et on a entendu ton chat, voilà, qui on passe le coucou. On reste chez Disney, on va du côté de Star Wars, Dista. Oui, il y a un nouveau trailer de Mandalorian et Grogu qui est sorti, voilà, le film qui sort fin mai, le 22 mai aux États-Unis, mais nous ça doit être le 20 mai, je pense. Et il y a eu une petite surprise dans le trailer, voilà, parce qu'il y a un extraterrestre qui a parlé, qui avait des gros sourcils, et ils se sont dit mais c'est Martin Scorsese, ça, non? Et après, ça a été validé, ça a été confirmé par le compte Star Wars officiel. Effectivement, Star Wars fait, Martin Scorsese, pardon, fait une voix dans le film The Mandalorian et Grogu, la voix d'un extraterrestre qui a un petit commerce, un petit commerçant. Voilà, c'est vrai que c'était la surprise de la journée. Ouais, bah après, c'est vrai que ça fait bizarre, parce que moi, dès que je l'ai entendu dans le trailer, j'ai fait mais c'est Martin Scorsese. Là, c'est amusé. Bon, après, lui, il fait des missions secondaires, hein. Maintenant il a fini le jeu, il s'en fout. Il fait des trucs comme ça. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre dans Star Wars et tout ce que ça fait pas. Tu te dis mais c'est Martin Scorsese, c'est trop bizarre. Mais après comme il est en Alien, ça va, tu vois, je me dis s'il y avait Martin Scorsese en humain qui débarque et tout, j'aurais été un peu en mode un peu bizarre là, l'ambiance là, en vrai ça va, c'est assez drôle. Mais du coup le trailer il t'a convaincu? Mieux que le premier, je trouve un peu plus intéressant. Il y a quelques plans qui sont pas dégueu, je le trouve quand même plus hypant, enfin il donne plus envie en tout cas de voir le film. Après il y a toujours ce truc où oui ça ressemble à la série Disney+, et on dirait un peu une saison faite en film quoi, mais je suis curieux de le voir quand même. Je me dis que ça peut être sympa quoi. Ouais, bah moi j'étais très critique de la promo de Mandalorian, même si je sais plus si j'en ai parlé dans le podcast, mais en tout cas entre nous j'en ai parlé. C'est vrai que je comprenais pas, enfin j'ai pas compris la promo en fait de Mandalorian et Grogu, c'est-à-dire que ils ont sorti un trailer en septembre, donc il y a des mois et des mois, et au Super Bowl c'était le moment, parce que le premier trailer il a pas tellement convaincu, hein, faut le dire, sur internet et tout, ça a pas fait tant parler. Bon, et surtout il montrait pas grand chose en fait d'impressionnant ou de faut que je justifie le fait que d'aller en salle en fait cette fois, de voir ça sur le grand écran et tout, donc c'était un peu compliqué, et même l'histoire on savait même pas trop de quoi ça allait parler vraiment et tout. Et du coup au Super Bowl ils ont sorti un trailer, mais c'était une espèce de parodie de publicité légendaire apparemment aux États-Unis et tout, mais tu te dis mais en fait là ça fait 5 mois que t'as sorti le premier trailer, ton film il sort en mai, faudrait peut-être accélérer la promo et tout. Moi j'étais en mode mais je comprends pas pourquoi ils sortent ce trailer là et tout, et bon apparemment personne n'a vraiment compris pourquoi ils ont fait ça, ça n'a pas trop fait parler. Et du coup là ils sortent le trailer, et effectivement moi je pense qu'ils auraient dû sortir ce trailer en premier, même si je pense que voilà peut-être les VFX c'était pas fini etc, mais effectivement oui, il est quand même un peu plus alléchant que le premier trailer quand même quoi. Pour le coup il y a des plans qui sont un peu plus beaux, voilà, on en apprend quand même un peu plus sur l'histoire, même si je suis un peu voilà, j'ai l'impression que ça va être un long épisode de Mandalorian, ce film là. J'ai l'impression de voir à peu près où ça va, où Sigourney Weaver va engager Mando, puis Mando va partir à l'aventure, et à la fin on va découvrir que Sigourney Weaver c'est la méchante. Tu vois, je vois bien le truc comme ça se profiler, et voilà quoi. Mais après effectivement c'est quand même mieux que le premier trailer. Est-ce que ça me hype? Je suis toujours pas hype, je dirais, pour le truc, et en plus je dois voir la saison 3 et franchement j'ai un peu la flemme de la regarder pour le coup, vu les retours et tout, et ça me donne pas vraiment envie. Mais bon, peut-être que ça va marcher. En plus là ils ont pas mal focus sur Grogu, encore une fois, le trailer, voilà, et il est très mignon, donc est-ce que ça va marcher? Peut-être. Moi j'ai aussi calé qu'il y a des monstres en practical qui ont l'air sympas. Il y en a un moment qu'on voit dans une jungle, je crois, enfin qui a une gueule pas mal. Et après Dave Filoni, il y a c'est Favreau, mais je crois que Filoni il écrit le script aussi, il me semble qu'il est sur le scénar, et ça se voit parce qu'il y a un perso qui arrive à un moment, je me suis dit c'est qui lui, et en fait c'est un perso de Clone Wars en fait, de la série d'animation, un chasseur de primes là, qui a mais je crois que je l'ai reconnu, mais je crois que je me suis dit putain c'est pas le mec de je crois, ok, bon bah voilà, tu vois, tu as élucidé un mystère pour moi. Donc c'est un perso qui a déjà existé, qui existe déjà dans le lore quoi. Et voilà, ça sent le Filoni quoi, ça sent le Filoni, un peu comme Cat Bane qui était dans Boba Fett, qui était aussi un chasseur de primes là, et il y a un autre personnage de Rebels aussi qui est dans comment il s'appelle, Zeb, voilà, je crois c'est Zeb, ouais c'est ça, ouais qu'on a vu vite fait dans la saison 3 de Mando, je crois, on voit vite fait, mais c'est vraiment un caméo dans la saison 3 de Mando. Là ça sera un vrai personnage quoi. C'est un perso qui était dans Rebels et qui était avec toute la clique que t'as après dans Ahsoka avec comment il s'appelle là, Ezra et tout, voilà, Sabine etc.
Bon, bah écoute, on verra comment ça évolue, la promo de Mando, et si ça prend. Et on va parler d'une autre promo, c'est celle de Frozen 3, la Reine des Neiges 3, voilà, qui s'apprête à avoir la plus grosse campagne marketing de chez Disney qu'on ait jamais vue. C'est apparemment ce qui est reporté, et ça ne m'étonne absolument pas, puisque la Reine des Neiges 1 et 2, ils ont un peu cassé tout au box-office, etc. Le retour de la Reine des Neiges, qui va en plus se faire sur 2 films, puisqu'ils ont prévu la Reine des Neiges 3 et 4, après en mode 2 parties Infinity War Endgame, là, pour la Reine des Neiges. Mais moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait la plus grosse promo, la promo la plus agressive qu'on ait eue depuis ces dernières années, je pense, sur Frozen. Et je pense que ça peut taper les 2 milliards, un truc comme ça. Enfin, ça peut être un carton de malade mental, je pense. Ouais, clairement, le 2, ça a été un gros carton. Et je me demande, il est sorti avant le Covid ou après le Covid, tu sais, soit? Il est sorti avant le Covid, la Reine des Neiges. Ah, ok, d'accord. Mais oui, ça a fait quand même, ça a dépassé le milliard, les deux films. Donc c'est un gros succès, c'est une des plus grosses franchises de Disney maintenant. Et ouais, ça parle de marketing cross compagnie, donc ça veut dire qu'on va avoir sûrement des Happy Meal, des trucs comme ça, puis après je sais pas, peut-être même avec des voitures où t'auras du Frozen partout, quoi. Tu t'achèteras ton camembert, ce sera un camembert Frozen, quoi. Mais je pense qu'ils vont mettre un focus pendant une année, je pense que ça va être une année de ça. Je pense dans les parcs, ils vont mettre le focus sur la Reine des Neiges partout aussi. Je pense que ça va être vénère, ça va être très vénère. Ouais, ça va être assez vénère. Et, on a une année pour Frozen 3, je sais plus, mais c'est l'année prochaine. Ça sortira en novembre 2027, apparemment. Ok, donc c'est l'année prochaine, avant Secret Wars. Dis donc, Disney, ils vont avoir du taf à faire en marketing, hein. Ouais, après, c'est leurs 2 plus gros. Enfin, ça va être leurs 2 plus gros trucs, je pense, de l'année. Et puis voilà, quoi. En plus, ils aiment bien sortir en fin d'année des gros films qui cartonnent sur le temps, là. Voilà, Disney. Donc voilà, ça sera fait avec ça. Et on va se diriger vers la concurrence HBO Warner. On a une petite info qui peut tout changer pour le coup. C'est que Warner Bros a réouvert les discussions avec Paramount pour se faire racheter, en gros, et ils ont donné 7 jours à Paramount pour faire leur dernière et meilleure offre, voilà. Et Warner Bros Discovery a annoncé que le 20 mars, voilà, ce serait le meeting avec les actionnaires pour voter sur une des propositions de Netflix, là, le deal à 83 milliards. Donc ouais, là il y a une grosse semaine pour Warner, parce que là il y a tout qui peut rebasculer, parce que moi j'y crois toujours pas, mais à chaque fois je me disais Paramount, ils essaient de revenir et à chaque fois ils se font refuser, ils se font recaler. Et là ouais, ces dernières semaines ça a un peu fait un gros changement où potentiellement Paramount peut revenir à la charge, peut revenir titiller le truc. Je pense toujours que Netflix va racheter, mais à ce point-là, en fait, tout est possible. À ce point-là, en fait, tout est possible à partir de ce moment-là. Et bon, on pensait pendant des mois que Paramount était hors piste, et finalement, voilà, ils peuvent être en piste. Et j'ai l'impression de voir 2 gens que j'aime pas se battre, mais ça fait flipper quand même Paramount là, parce que Paramount il veut acheter tout, il veut acheter les films et les télés, n'importe quoi, et le contrôle que les Ellison auraient sur les médias est assez inquiétant, voilà, pour le coup, j'avoue. Donc franchement franchement il n'y a pas de bonne solution là. Non, c'est pour ça que tout le monde préférait qu'ils votent pas, mais bon, je crois que ça va se faire de toute façon, soit l'un soit l'autre. Paramount, ça fait quand même flipper parce qu'il y a ce truc un peu pro-Trump et tout, voilà. J'ai même entendu dire que voilà, Trump serait peut-être en train de pousser derrière pour que Paramount arrive à racheter, qui serait pas étonnant vu qu'il est pote avec la famille Ellison et que voilà, c'est des gros bourges et tout, et des gros fachos d'extrême droite, voilà, faut le dire. et ouais, comme ça ils ont le contrôle des médias et tout, et puis comme ça après ils font de la propagande un peu pour Trump et tout. Donc voilà, c'est un peu ça le but aussi, Mais j'ai vu que Ted Sarandos, il a un peu gueulé sur Paramount, là, il a dit ouais, vous cassez les couilles. Voilà, c'est un peu le bordel. Là, c'était la 9e offre, je crois, de Paramount, donc ils vont faire une 10e, ce sera la dernière. Et après on verra, parce qu'il y a des actionnaires qui ont commencé à dire ouais, mais en fait on va pas voter pour le truc de Netflix et tout. Donc on verra ce qui se passe le 20 mars, c'est dans un mois. Et là on sera fixé. Ouais, mais en tout cas, je pense que oui, là, à la fin de la semaine, on aura des infos. Et voilà, on verra comment tout ça va évoluer. Mais ouais, bon, dans tous les cas, c'est un peu triste. Voilà, c'est pas des bonnes news, quoi. Donc bon, mais on verra comment tout ça se dégoupille. Et on va aller du côté des plateformes. Voilà, pour parler d'un deal que Amazon MGM a passé avec une créatrice, c'est la créatrice Jac Schaeffer, voilà, qui a été derrière WandaVision et Agatha All Along. Elle a signé un deal de 3 ans, voilà, de deal télévision, voilà, pour produire des séries, écrire et réaliser des séries pour Amazon Prime Video.
Surprenant, je ne sais pas, parce que Jack Schaeffer, elle a quand même, elle a quand même travaillé avec Marvel pendant plusieurs années, et bon voilà, elle s'est fait signer pour toujours rester dans les séries télé. Mais est-ce que ce serait pas, enfin leur deal, les séries qu'elles faisaient avec Marvel, ça n'a pas toujours été entre guillemets des one shot pour faire ça plusieurs années pour après partir ailleurs, ou alors je sais pas, c'était pas tellement prévu à la base et elle devait faire plus de Marvel, mais elle a eu un gros chèque de Amazon et puis elle est partie quoi. Bah, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'à la base, je crois que Vision, la série sur Vision, c'est censé être elle qui devait s'en occuper. On a vu les toutes premières infos, mais il y a 3-4 ans, voilà. Je crois qu'Agatha était même pas sortie. Mais au final, après, ils ont dit que non, c'était un mec qui s'occupait de, je sais plus son nom, mais qui s'est occupé de Star Trek Picard notamment et d'autres trucs. Mais au final, c'est pas du tout Jack Schaeffer qui est dessus, alors que c'est un peu elle qui a lancé le truc avec On a Vision. Voilà, parce que Vision Quest, ça va être un peu la fin de la trilogie, hein, Disney a dit ça, enfin Marvel Studios. Ce serait la fin de tout cet arc-là, Wanda, Agatha, tout ça. Et c'est vrai que Jack Schaeffer qui est pas dessus, moi, ça m'avait paru un peu bizarre. Je dis, oh, c'est bizarre quand même. Et ouais, elle se barre, quoi. Pour moi, elle se barre, elle va arrêter de faire des trucs avec Disney, et puis elle va faire des séries pour Amazon, après, à voir ce qu'elle va faire. Mon Vision, c'était pas mal, Agatha, c'était pas dégueu, donc je suis curieux de voir ce qu'elle va faire, mais écoute, bonne continuation. Ouais, après, elle aura peut-être pas des franchises, là, elle va peut-être faire des trucs originaux, donc on verra comment ça va se passer, quoi. Mais après, oui, c'est effectivement. Faire des spin-offs de The Boys ou je sais pas quoi, hein. Oh, c'est vrai qu'ils peuvent, ils ont tellement de trucs, c'est vrai qu'ils ont des trucs comme ça, mais après ils ont beaucoup moins de franchises que Marvel, c'est que ça de toute façon, donc voilà. Mais ouais, on verra ce qu'elle fera du côté d'Amazon. Mais effectivement, peut-être qu'elle devait faire Vision Quest, et puis je sais pas, soit différents créatifs, soit juste elle voulait partir. En fait, c'est dit bon, j'ai envie de faire autre chose, et puis voilà quoi. Et puis voilà, ouais, c'est possible. Ouais. On a des détails sur le futur de la série Severance sur Apple. Les scripts de la saison 3 sont en train d'être écrits et l'espoir est de commencer le tournage cet été, donc l'été 2026. La série ferait 4 saisons et ils disent que des spin-offs et des préquels sont possibles. En fait, Apple a racheté les droits complets de la franchise pour 70 millions de dollars, voilà, parce qu'ils n'avaient pas les droits complets. Je crois qu'il y avait la société de production de Ben Stiller qui avait un peu les droits, et là ils ont tout racheté, Apple, et voilà, ils vont faire ils vont franchiser le truc, quoi. Ils vont vraiment franchiser le truc. La marque Severance va avoir des spin-offs et tout ça, quoi. Ouais, après ils l'ont pas racheté juste pour juste pour le fun, hein, donc oui, c'est pour exploiter sûrement la licence. Maintenant, effectivement, moi j'ai pas vu Severance et tout, mais bon, en fait, qu'il fasse 4 saisons sur la série principale, je pense que c'est à peu près normal. Enfin, c'est à peu près ce que la série avait comme ambition, je pense, à la base, etc. Maintenant, de faire des spin-offs de Severance et tout, est-ce que tu penses que ça se prête bien à ça, ou est-ce que tu penses que ça va être juste pour milquer un petit peu tout ça avec des préquels et des trucs? Est-ce que ça serait pas trop, quoi? Est-ce que genre, parce que ça me semble pas être un univers à la Game of Thrones en étant une personne extérieure qui n'a pas vu la série, quoi. Bah si, moi ça me paraît trop, parce que moi déjà à la fin de la saison 2, pour moi c'est une fin parfaite, hein, pour la série, ça pourrait s'arrêter là, hein, tu vois. Donc déjà j'ai déjà du mal à comprendre qu'est-ce que va raconter la saison 3, et donc non, moi les préquels et les spin-offs, hein, j'ai fait un mélange n'importe quoi. Je vois même pas pourquoi faire une préquelle, mais c'est parce que c'est juste des gens dans des bureaux au final, quoi. Je veux dire, bon, il y a pas, après tu peux dire qu'il y a le truc de la société dans d'autres pays, tu vois, je sais pas, pourrait faire des trucs comme ça, ouais, comme Squid Game. Ouais, voilà, non mais vraiment, mais ouais, comme t'as dit, c'est pas Game of Thrones, c'est pas un truc Marvel ou quoi. Enfin, j'ai du mal à voir comment tu peux faire énormément de spin-off là-dessus. Ça me paraît compliqué, parce qu'en plus c'est un peu le monde réel en même temps. Donc bon, ouais, je suis pas convaincu du tout. Après peut-être ce sera bien. On va du côté de chez Sony, voilà, pour parler du reboot de Charlie's Angel. Alors Charlie's Angel, voilà, il me semble que c'est une série télé à la base, et puis après c'est devenu des films un peu cultes, voilà, au début des années 2000. Puis il y a eu un espèce de remake, reboot, voilà, avec Kristen Stewart là, à la fin des années 2010, qui a pas trop marché, il me semble. Et ben là ils veulent rebooter encore Charlie's Angel, et c'est Pete Chiarelli, voilà, qui est derrière Crazy Rich Asian, qui écrit le script, et Drew Barrymore, qui était dans les 2 films des années 2000, reviendrait en tant que productrice, et il pourrait peut-être du coup avoir une réunion entre Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore, voilà, les Charlie's Angels des années 2000, peut-être. Et je pense que ça va arriver, puisqu'on sait que, voilà, déjà qu'il l'ait pas fait, je crois, dans celui de 2017, en mode en mode Legacy Quell, etc. Déjà, ça me paraît un peu bizarre.
là, je pense qu'il y a clairement moyen, là, en plus Drew Barrymore qui revient en tant que productrice, que il y a un genre de legacy sequel de Charlie's Angels avec des nouvelles Charlie's Angels qui sont les descendantes des autres Charlie's Angels. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc comme ça, Ista. Ah bah c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu ce que disait le Hollywood Reporter. Ouais, c'est ça. Je me suis dit non mais ça pue la legacy quoi. S'ils font revenir ces actrices là, parce que ces actrices là elles sont plus toutes jeunes, donc je pense que c'est plus compliqué de faire des scènes d'action tout ça. Ouais, je vois bien un truc où c'est les mentors de nouveaux personnages avec un casting plus jeune. Et oui, c'était un peu le casting plus jeune. Ils avaient un peu essayé de le faire avec en 2019 effectivement. Je crois que c'est 2019 le film avec Kristen Stewart où il y avait elles étaient 3 aussi, mais je sais plus qui c'est qu'il y avait. Mais ouais, oui, ça pue la legacy sequel, clairement. Ça. Je suis pratiquement sûr que ça va être ça. Ouais, bon, on n'a pas atteint. Qui va jouer Charlie? Ça, on sait pas. Ah bah après, voilà, je pense que ça va être un nouveau jeu, des castings un peu jeunes. Je pense, voilà, Zendaya, Sydney Sweeney, les 3 à chaque fois. Non, insupportable. Non, ce serait chiant. Mais je sais pas. Charlie, celui qui donne l'émission. Ah, celui qui... bon, alors là, aucune idée. Franchement. Parce qu'à la base, ça s'appelait Charlie, c'est dans le nom. Oui, en France, c'est vrai. Mais je pense que le focus est plus sur le casting féminin sur maintenant que sur le Charlie, quoi, je pense. Ah, je pense qu'ils peuvent prendre un gros acteur. Oui, quand même, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me semble être intéressant des Charlie's Angels, c'est les 3 femmes qui se battent. C'est les 3 principales. Tu vois, ça me semble être ça, quoi, tu vois. Et on a des informations sur des adaptations de jeux vidéo, oui, notamment sur le film Helldiver, donc chez Sony, l'adaptation du jeu vidéo, qui est un jeu de tir en multijoueur, voilà, qui reprend un peu le ton de Starship Troopers. Et bien en fait, on sait qu'il va être le lead, donc le personnage, l'acteur principal du film, c'est Jason Momoa, voilà, qui va pousser ce film-là, être l'acteur principal du film Helldivers. Ouais, bon bah voilà, il a fait. En même temps, il enchaîne pas mal les succès. Il était dans une des adaptations de jeux vidéo qui a le plus marché au cinéma, voilà, Minecraft, et bon voilà, il va être dans Helldivers. Bon, moi, Jason Momoa, j'ai mes limites avec Jason Momoa. Hein. Ça va, mais j'ai mes limites quand même, quoi. Et d'ailleurs, c'est le réalisateur d'une grosse partie des Fast and Furious, la Justin Lin, voilà, qui réalise le film, du coup. Moi, Helldivers, je suis pas, voilà, je connais vite fait le jeu, je sais que c'est un truc de SF, de tir, voilà, où tu dois protéger une planète, ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça va être un truc un peu bourrin, je pense, à ce niveau-là. Bon, ouais, Jason Momoa, je pense qu'il va être parfait dans ce genre de truc-là. Je pense un mec un peu badass, voilà, qui se flingue et tout. Maintenant, Justin Lin, il a fait Star Trek Beyond, là, les trucs comme ça, je suis pas fan, je suis pas forcément fan. Bon, voilà, moi j'attends pas ce film de pied ferme. Après, là où Justin, je pense que ça peut marcher sur ce film-là, c'est qu'Helldiver, c'est un peu drôle. Enfin, ça a un ton un peu, comme je disais, à la Starship Troopers, en mode, tu sais, ça va trop loin, quoi, dans le mode la propagande et tout, tu vois, en mode un peu marrant, quoi. Et voilà. Après, il y aura pas la réflexion d'un, comment il s'appelle, le réalisateur de justement Starship Troopers, Paul quelque chose, Verhoeven. Voilà, il n'y aura pas la profondeur des films de Verhoeven qu'il faisait à l'époque, mais je pense que ça peut être fun, quoi. Il peut y avoir un côté fun que t'as dans les Fast and Furious de Justin Lin, donc ça pourrait marcher, quoi. Ouais, bon, écoute, t'as plus d'espoir que moi sur cette adaptation. Espoir, c'est un grand mot, mais oui. Et on a une dernière adaptation dans nos news là qui arrive. Ouais, c'est le film de l'adaptation du jeu Dead by Daylight. Voilà, ça avance chez Blumhouse. Et David Leslie Johnson, McGoldrick et Alexandre Aja vont écrire le script. Ouais, il faut dire surtout ils sont sur quoi, parce que David Leslie, c'est celui qui a fait de Conjuring 2, voilà, qui fait partie du Conjuringverse. Et Alexandre Aja, il est très connu, voilà, franco-français, voilà, et qui a fait La Colline à des yeux, le remake qui avait bien marché. Et bon, voilà, ils vont écrire le script. Est-ce que ça me donne envie? Ouah, pas tellement. Après, Dead by Daylight, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler, qui marchait très bien à un moment quand même. Donc voilà, je pense que ça peut bien vendre. En plus, Blumhouse, voilà, ils ont le nez fin pour faire des films qui coûtent pas cher, un peu nuls et qui se vendent super bien là. Donc même si ça a été compliqué, je crois, les dernières années, Blumhouse, mais je pense que en adaptation de jeu vidéo d'un truc d'horreur comme ça, pour l'instant, à chaque fois ça marche. Hein, maintenant, les Five Nights at Freddy's, tu sais, les trucs comme ça là. Ça fonctionne, et je pense que ça peut marcher de fou, quoi. Donc voilà, mais je pense pas que ça va être des bons films, et de toute façon Blumhouse, c'est pas la qualité moyenne des films Blumhouse, c'est vraiment pas bonne, quoi.
Ouais, et puis même le jeu Dead by Daylight, c'est juste un jeu de survie en multi où en fait t'as un tueur qui doit tuer des gens qui s'enfuient. Enfin, je veux dire, il y a rien de plus, quoi. Il y a pas vraiment d'histoire. C'est un slasher, quoi. Donc en fait, c'est un slasher, quoi. Ouais, tu fais un slasher, quoi, au final. Après, ça peut être un bon slasher, Ouais, peut-être. mais on n'y croit pas. Mais dans le jeu, il s'amuse juste à mettre un peu les figures emblématiques en DLC, machin, de tous ces slashers-là. Après, ce serait génial qu'il y ait un crossover où il y a tous les méchants de tous les trucs qui vont choper des gars, quoi. Ce serait bien qu'on ait Freddy, Jason, tous les trucs comme ça. Ça n'arrivera pas parce que pour des gros problèmes de droit. Mais surtout, enfin, oui, je pense que ça va être un slasher avec un espèce de tueur un peu invincible, etc. Maintenant, le problème des slashers, c'est que ils sont souvent produits à pas cher, ils sont un peu nuls, avec des persos détestables, et voilà, quoi. Et je pense que malheureusement, c'est ça qui nous attend, Ista. je pense aussi, malheureusement. Et on va finir avec la chronique box office, Ista, pour parler de Hurlevent d'Emerald Fennell, voilà, qui a ouvert à 82 millions dans le monde pour un budget de 80 millions. Donc c'est pas mal, hein, pour le coup. Maintenant, pour atteindre une certaine rentabilité, faut tenir. Je pense qu'il faut aller aux environs des 200 millions. Voilà, c'est pas fait, mais on verra combien ça fait le week-end prochain, mais le démarrage est pas du tout dégueu, voilà, pour le film Hurlevent de Emerald Fennell. Le film Send Help, voilà, de Sam Raimi a des très bonnes jambes, voilà, comme on dit, au box-office domestique, puisqu'il a gagné 9 millions ce week-end, et il a drop de seulement 0,8% du dernier week-end, et il a déjà atteint 72 millions dans le monde, et il pourrait finir entre 90 et 110 millions pour un coût de 40 millions, donc il pourra atteindre clairement la rentabilité, voilà, donc s'il atteint ces chiffres-là. Donc pour le coup, bon, c'est pas un succès planétaire de film d'horreur, etc., parce qu'il a coûté quand même gros cher, mais tu vois, film original d'horreur, de retour de Sam Raimi, bah ça va, c'est plutôt pas mal au box-office. Ouais, c'est ok, c'est rentable, c'est plutôt un succès. Après, c'est pas un énorme carton, c'est pas les Conjuring ou les trucs comme ça là qui font des cartons, ou comme que tu disais, les Five Nights at Freddy's qui cartonnent pas mal aussi à chaque fois, qui font plus de 200 millions et tout. Mais ouais, comme t'as dit, un peu plus de 100 millions pour un budget de 40 millions, bah c'est rentable, donc ils vont gagner de l'argent sur ce film, et c'est plutôt chouette pour le retour de Raimi à un film original, quoi. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu au ciné, donc voilà. Et Disney est devenu le premier distributeur au cinéma à passer les 1 milliard de dollars au box-office mondial en 2026. Voilà, c'est notamment par rapport à Avatar, Fire and Ash et Zootopia 2. Voilà, il leur a fallu seulement 46 jours pour y arriver, pour dépasser le milliard dans l'année. Ouais, bah, je crois que c'était déjà le cas avec en 2022, tu sais, quand Avatar 2 était sorti, ils avaient atteint très rapidement aussi, parce que t'as les jambes d'Avatar et tout ça qui était resté là. Bon, là, Avatar fait moins, mais bon, comme ils ont Zootopia 2 et Avatar en même temps, bon, bah, effectivement, ils ont pu atteindre le milliard assez rapidement avec les films, en fait, de l'année d'avant. Donc voilà. Et voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, ça. Ah bah oui, on a fait le tour. Et bah voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, vous connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et ça, on se retrouve très bientôt pour parler de ping-pong, pour parler de Timothée Chalamet et pour parler de Marty Suprême. Exactement. Allez, ciao. Ciao.